coup, à cause de mes ruminations, est-ce que je m'empêche de faire certaines activités qui sont importantes pour moi? Est-ce que je m'empêche de voir certaines personnes? Ou est-ce que je perds des relations à cause de mes pensées répétitives? Est-ce qu'elles m'empêchent d'agir? Est-ce que, par exemple, le perfectionnisme aussi peut mener à des ruminations et du coup peut nous empêcher à agir et cause de la procrastination. Il y a aussi l'idée de si le sujet des ruminations ou des inquiétudes est le même, si ça revient souvent, ça aussi, ça peut être une indication qu'on sort un peu de la normale en quelque sorte et qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Nous avons tous vécu des moments où nous repassons en boucle des épisodes négatifs de notre vie. Si seulement j'avais dit cette phrase autrement pendant mon entretien d'embauche, ou pourquoi n'ai-je pas réagi quand mon collègue a volé mon idée, ou encore je m'en veux d'avoir mangé cette pizza en entier hier. Ces pensées répétitives et négatives, c'est ce qu'on appelle la rumination. La rumination n'est pas un sentiment agréable, et nous avons tous déjà perdu trop de temps à ressasser ces épisodes négatifs. Mais est-ce que l'on comprend vraiment ce qui se passe dans notre esprit lorsqu'on rumine? Et surtout, quel est l'impact de la rumination sur notre santé? Est-ce qu'il est possible de contrôler notre rumination ou de l'arrêter? Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir le Dr Oubeke, docteur en psychologie, pour nous parler de ses recherches sur la rumination. Évidemment, on lui demandera des conseils pratiques pour contrôler notre rumination et améliorer notre santé mentale. Bonjour Dr Oubeke. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Je suis venu te voir défendre ton doctorat la semaine passée, devant un auditoire bien rempli. Et je peux dire que ça s'est très bien passé. Tu t'es fait encenser par tous tes promoteurs de mémoire. Effectivement, ça fait plaisir. Et en effet, la présentation était vraiment très bien réalisée, très bien présentée, claire, facile à comprendre. Et comment tu te sens une semaine plus tard? Oui, un point moins sur les épaules, moins de raisons pour ruminer. Je suis content qu'après 5 ans et demi, quand même, c'est un gros chapitre qui se ferme. Et maintenant, je peux préparer la suite, vraiment passer à autre chose. C'est long une thèse. Ouais, pour le coup. Est-ce que tu peux rapidement, c'est pas le sujet du jour, mais est-ce que tu peux rapidement expliquer comment ça se passe, le processus pour devenir docteur en psychologie? Mais généralement, il y a 2 options pour devenir docteur. Donc, mais vu qu'il faut quand même vivre, il faut généralement avoir un financement. Et soit on devient boursier. Donc là, généralement, c'est un contrat de 4 ans où on travaille plein temps en recherche. Soit l'autre option en Belgique, c'est d'être assistant. Et alors là, c'est 50% par exemple assistanat, donc donner des cours, 50% de recherche. Et alors là, c'est 6 ans ou 8 ans le doctorat. Et où on peut faire sur fonds propres. Mais du coup, moi, j'ai fait 4 ans sous bourse et 1 an et demi sous fonds propres au chômage. pour vraiment terminer cette thèse et l'avoir. Ouais. Félicitations. Merci. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est du coup de parler un petit peu de tes recherches sur la rumination. Mais tout d'abord, je crois que c'est important de comprendre ce que c'est la rumination. Est-ce que tu peux expliquer grossièrement, c'est quoi la rumination? Mais la rumination, c'est des pensées répétitives négatives sur des sentiments, des événements passés et aussi leurs causes, leurs conséquences et un peu la signification qu'ils ont pour nous. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière très naturelle tous, et c'est juste que ça a des effets négatifs quand on rumine trop. C'est quoi du coup la différence entre la rumination excessive et la rumination normale? Ici en fait la différence qu'on va faire, ça va être très subjectif au cas par cas, où en fait on va évaluer si ça cause la souffrance au long terme, et si ça en psycho on va dire si c'est maladaptatif, c'est-à-dire si les conséquences sont objectivement négatives pour la personne dans son quotidien, et s'il n'y a pas de conséquences positives non plus aux ruminations. Est-ce qu'il y a différents types de rumination il y a les ruminations du coup excessives, ça pose problème. Mais au sein de la rumination normale ou excessive, est-ce qu'il y a des différents types de rumination? Oui, du coup, on peut décrire la rumination de plusieurs façons. À quel point est-ce que tes pensées sont négatives? À quel point est-ce que tu vas être autocritique? Tu peux aussi définir la rumination si
par rapport à leur temporalité. Si tu penses plus à des événements qui sont passés dans le passé ou à des symptômes, des douleurs que tu ressens par exemple dans l'instant présent. Tes ruminations aussi, tes pensées peuvent être soit concrètes, c'est-à-dire tu vas penser à un événement spécifique, ce que tu as senti dans ce moment-là, ce que tu as dit, soit plus abstraite, c'est pourquoi est-ce que je me sens ainsi. Et là, tu vas avoir moins de réponses concrètes à tes questions. Et donc, ce type de rumination plus abstraite ont le potentiel d'être plus répétitive. Et donc aussi, la façon dont on pense et la façon dont nos ruminations prennent forme, ça va aussi influencer leur impact négatif ou positif. Est-ce que c'est du coup d'office lié à soi? Parce que tu parles il y a une différence autocritique. Du coup, j'imagine, c'est quand on se critique dans sa pensée. Mais il peut y avoir des ruminations non autocritiques, mais c'est toujours lié à soi, la rumination, la pensée de la rumination? Oui, je pense que c'est toujours lié à soi, à ses buts, à ses espoirs, à ses valeurs. Je pense que... oui, j'arrive pas à trouver un exemple de cas où les ruminations ne seraient pas par rapport à un truc qui nous touche. Oui, au final, ça te touche même si tu penses à un événement malheureux, triste, qui ne te concerne pas, qui ne t'est pas arrivé à toi personnellement, mais qui arrive à quelqu'un auquel tu es proche. Bah, tu es touché par ça, donc au final, ça revient. Oui, exactement. Okay. Et c'est créé par quoi Alors là, il y a des théories sur le sujet, mais bon, vu que les ruminations, c'est difficile à mesurer, elles n'ont pas été complètement testées. Mais donc, il y a deux façons dont on peut ruminer. Soit en réponse à un écart entre un écart entre une situation idéale, une situation désirée, un but, et la réalité. Donc, pour donner un exemple, imaginons je me suis disputé avec ma copine et que la dispute s'est pas passée comme je voulais et que on termine sur un froid et qu'on ne discute pas les choses à fond. Et moi, pour moi, dans mon couple, c'est important de vraiment discuter des choses à fond. La communication, c'est important. Et donc, par après, je vais ruminer parce que la situation telle qu'elle s'est passée n'est pas la situation idéale telle que je le voulais. Donc, il y a un écart entre cette situation désirée et la réalité. Et en fait, les ruminations, leur fonction, en quelque sorte, c'est de nous faire prendre conscience qu'il y a cet écart. Après, les ruminations seules n'aident pas à réduire cet écart. Et c'est là, en fait, qu'elles deviennent répétitives. Si notre seule façon d'essayer de gérer cet écart, de gérer par exemple aussi, ça peut être des écarts, par exemple on n'a pas assez étudié pour un examen et alors on ne se sent pas assez préparé, on rumine par rapport à ça, on rate un examen. Mais donc les ruminations vont nous faire prendre conscience de ça, mais ne vont pas réduire cet écart. Il faut trouver d'autres stratégies, soit accepter l'écart, qu'on ne peut pas le changer parce qu'en plus il est dans le passé généralement. Soit trouver des façons de se dire dans le futur je me comporterai différemment pour anticiper, pour réduire les écarts, pour anticiper les potentiels écarts. Donc ça c'est un premier mécanisme, c'est donc les écarts où soit un manque de progrès, on pense par exemple je voulais étudier 100 pages aujourd'hui mais je n'ai étudié que 50 pages, ou je voulais travailler 6 heures mais je n'ai étudié que 4 heures. Alors là, il y a de nouveau un écart entre ce que je voulais et la réalité. Et donc c'est ça. En fait, c'est pour ça que leur fonction est adaptative, comme on dit en psycho, c'est qu'ils ont vraiment une fonction utile. C'est juste que elles n'ont pas une fonction de résolution de problème. Ça va pas résoudre ces écarts. Et alors la deuxième façon dont on peut ruminer, c'est simplement par habitude. C'est si on a l'habitude de ruminer, par exemple dans son lit, quand on se sent un peu dans une humeur maussade. En fait, il y a une sorte d'association que le cerveau fait entre comment on se sent dans le corps et ce qu'on fait dans le moment même. Et donc, ça crée une habitude que, quand je me sens comme ça, j'ai ce type de pensée. Et c'est pour ça qu'elles peuvent parfois survenir comme de manière non voulue, non contrôlée, et qu'on a aussi du mal à s'en défaire parce que les habitudes sont difficiles à changer. Oui, et du coup, plus elles arrivent, plus tu les associes à ce moment-là. Et du coup, quand tu arrives dans ce moment-là, automatiquement, les pensées arrivent en même temps. Oui, exactement. Bon, on parlera plus tard du coup de comment casser ce cercle vicieux d'association. Du coup, je suis venu la semaine passée, j'ai écouté ta thèse. Dans les explications théoriques du début, tu parlais beaucoup des fonctions exécutives. Et du coup, de l'impact en fait qu'ont les fonctions exécutives, ou en tout cas le lien entre les fonctions exécutives et la rumination. Est-ce que tu peux expliquer
ce que sont les fonctions exécutives. Oui. Alors, les fonctions exécutives sont des compétences, ça couvre une large gamme de compétences qui nous permettent de gérer nos impulsions, par exemple résister le dernier chips alors qu'on n'a plus faim. C'est aussi ce qui nous permet, par exemple, de suivre un plan de différentes instructions. Par exemple, quand on cuisine une recette, on doit retenir c'est quoi la prochaine étape qu'on doit faire. On ne doit pas oublier le poulet qui est en train de cuire dans le four. On doit faire un peu du multitâche, gérer notre attention à gauche, à droite. Et tout ça, en fait, c'est grâce aux fonctions exécutives qu'on arrive à le faire. Et quand on a de moins bonnes fonctions exécutives, on va avoir plus d'impulsivité, de difficulté à gérer son attention, à ignorer des distractions et ce genre de difficultés. Donc c'est ce qui nous met en mouvement, ou c'est la façon dont on met notre corps en mouvement? C'est ce qui nous permet de diriger notre attention et nos ressources cognitives. Ah, vraiment lié à l'attention alors. C'est ça, attention et ressources cognitives. Donc par exemple le fait de retenir des chiffres en mémoire à court terme. Donc vraiment tu me dis quelques chiffres et si tu me demandes alors de les multiplier par 2, typiquement j'utilise des fonctions exécutives pour les manipuler. Et nous, on sait avoir un impact sur nos fonctions exécutives? Alors c'est la grande question. Typiquement, je dirais que oui, si on prend la littérature scientifique à l'heure actuelle, on croit quand même qu'on peut avoir un impact sur les fonctions exécutives. Il y a certains protocoles d'entraînement des fonctions exécutives avec comme des tâches. Je me rappelle, il y avait des jeux Nintendo DS où pour devenir plus intelligent, il fallait faire des tâches sur des petits jeux, etc. Avec Nintendo. Ouais, exact. Voilà, c'est parfait pour les fonctions exécutives. Non, il y a des tâches sur ordinateur qui peuvent être faites où on va entraîner ses compétences dans une certaine mesure. Puis il y a aussi la nutrition qu'il faut surveiller, le sommeil qui est très important pour les fonctions exécutives et puis il y a aussi des recherches qui se font sur plutôt la neuromodulation pour essayer de stimuler ou de réentraîner les réseaux responsables pour les fonctions exécutives. C'est marrant parce qu'on dit souvent, donc ici tu parlais d'une façon d'améliorer nos fonctions cognitives et donc d'améliorer notre attention, si j'ai bien compris, au travers de certains jeux vidéo, ou en tout cas des tâches à réaliser sur un écran. On dit souvent que ça impacte l'attention. Que les jeux vidéo vont diminuer la capacité d'attention ou à diriger notre focus. Est-ce que tu as un petit peu investigué ce sujet? Parce que je me dis, il y a un écart entre quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux vidéo, doit faire énormément de tâches répétitives. Donc pour moi, d'un côté, avec la définition que tu viens de donner, il améliore sa capacité d'attention. Oui, en fait, il y a les fonctions exécutives, c'est un large terme qui regroupe plusieurs compétences. Et donc par exemple, jouer à des jeux vidéo, ça va peut-être... Et aussi, pour l'attention, il y a différentes composantes. Et donc, jouer aux jeux vidéo, il y aura peut-être certaines de ces composantes qui vont être entraînées, tandis que, du coup, en parallèle, d'autres composantes vont s'affaiblir, vont ne pas être entraînées. Et donc, je ne suis pas expert du coup sur l'effet des jeux vidéo sur les fonctions exécutives, mais je peux imaginer que tout ce qui est multitâche, notre habilité à repérer des détails dans notre champ visuel et à diriger notre attention vers ces détails et aussi à coordonner nos actions avec notre attention, tout ça c'est amélioré dans le jeu vidéo. Mais alors, ça ne fait pas qu'entraîner du coup les fonctions exécutives, parce qu'il y a aussi ce côté motivationnel, haute intensité, qui fait que, alors, peut-être dans un environnement où il n'y a pas cette intensité, la personne a plus de mal à diriger son attention. Donc à se concentrer du coup sur des tâches plus calmes, plus lentes, où il faut... où il n'y a pas ton attention qui est attirée en fait. C'est ça. C'est de diriger son attention soi-même, tandis que dans un jeu vidéo, ton attention va être automatiquement attiré vers quelque chose. Ouais. Donc c'est par exemple ça je sais qu'il y a des études sur le sujet, mais c'est par exemple quand tu donnes des écrans à un enfant, et donc là je sors en dehors de mon sujet d'expertise, mais par exemple donner des écrans à un enfant en jeune âge, en fait ça va plus entraîner son attention automatique plutôt que son attention volontaire, sa capacité à diriger son attention, parce que les écrans en fait il y a plein de stimuli qui attirent notre attention. Et vu que l'enfant, son cerveau est encore en développement, mais ça va plus favoriser les réseaux impliqués dans l'attention automatique plutôt que l'attention volontaire.
Oui, c'est ça. Donc en fait, quand on parle d'attention, il faut vraiment nuancer et nuancer ce qu'on veut dire par attention, parce que... Exactement. Et c'est aussi vraiment mon constat après 5 ans et demi de recherche, c'est tout est beaucoup plus complexe qu'on nous fait croire. Les résultats sont pas aussi clairs qu'on le pense, et la réalité, il faut toujours prendre des pincettes dans tout ce que je dis. Je vais essayer de le faire. Pour le moment, tu le fais très bien en tout cas. Et du coup, impacter nos fonctions exécutives ou contrôler nos fonctions exécutives, est-ce que ça a un impact sur la rumination ? Quel est le lien du coup entre la rumination et les fonctions exécutives ? Ce qui est très clair dans la littérature, c'est que en moyenne, sur des grandes populations, les personnes qui ont plus faibles compétences en fonctions exécutives vont avoir une plus grande tendance à ruminer. Mais c'est des corrélations, donc on ne peut pas établir si c'est les ruminations qui causent de faibles fonctions exécutives ou l'inverse. On sait juste que c'est le cas. Et alors, concernant les recherches qui ont étudié ce lien du coup dans la vie de tous les jours ou de manière expérimentale pour voir si c'est l'un ou l'autre qui cause l'autre, et là c'est beaucoup plus flou. C'est calculé comment ton score en fonction exécutive? J'imagine c'est ça, ils mettent un score, voilà, il a autant en fonction exécutive, il a autant en rumination, on voit qu'il y a un lien. Comment est-ce qu'on calcule ton score en fonction exécutive? Mais là on touche un sujet très important, c'est en fait la mesure en recherche et les fonctions exécutives et les ruminations aussi. En fait la façon dont les mesure, on va mesurer que certaines facettes à la fois, soit dans un contexte qui est en vrai très artificiel, donc avec des tâches sur ordinateur. Il y a différentes tâches pour différentes compétences de fonctions exécutives qu'on peut mesurer, et alors on peut faire un score, espèce de score composite pour avoir un peu plus de validité, de sûreté dans la mesure. L'autre option, donc ça c'est des tâches plutôt objectives on va dire, ou l'autre option c'est de mesurer en demandant aux personnes leur capacité à réaliser certaines tâches qui demandent des fonctions exécutives dans la vie quotidienne. Donc ça c'est plus de leur capacité auto-rapportée. C'est ça. Oui, donc ça c'est du coup un terme hyper important pour ce dont on va parler après. La différence, quand tu prends une mesure entre une mesure mesurée via un outil, d'une donnée et mesurée, les mesures rapportées et les mesures non rapportées. Tu peux peut-être, tu clarifieras ça sûrement mieux que moi. Oui, en fait, les mesures auto-rapportées, comme on dit en recherche, c'est des mesures où on va simplement demander à la personne de dire, par exemple, sur une échelle de 0 à 5, à quel point est-ce que vous avez ruminé pendant les 5 derniers jours. Pareil pour les fonctions exécutives, à quel point est-ce que vous avez eu des difficultés à diriger votre attention en présence de distraction, par exemple. Et donc, on croirait que les mesures objectives, en tout cas pour les fonctions exécutives, le fait de faire des tâches sur ordinateur et d'avoir des mesures de temps de réaction, par exemple, serait une mesure plus objective et permettrait de mieux comprendre les fonctions exécutives ou de mieux prédire certains troubles qui sont liés. Mais en fait, on constate que si on veut prédire, par exemple, le lien avec des souffrances mentales, donc la dépression ou l'anxiété, c'est les mesures auto-rapportées des fonctions exécutives qui sont beaucoup plus prédictives. Et là, le débat est encore ouvert de pourquoi. Est-ce que c'est parce que justement, c'est des mesures qui capturent la réalité, donc dans le quotidien des gens, et pas dans un laboratoire, avec un contexte artificiel. Et donc ça, c'est vraiment la question. Au final, c'est quoi le but? Est-ce qu'on veut être sûr de mesurer la bonne chose ou est-ce qu'on mesure les croyances qu'ont les gens par rapport à leur capacité à diriger leur attention? Et c'est toutes des questions qu'on se pose en recherche. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, justement, on va y revenir un petit peu, parce que maintenant, je propose qu'on plonge un petit peu dans ton doctorat. Donc maintenant, on a un peu les bases théoriques qui permettent de comprendre le sujet de ta recherche. On sait ce que c'est que la rumination. On comprend le concept des fonctions exécutives. Est-ce que tu peux expliquer le sujet de ta thèse? Donc le sujet en une ou deux phrases de ma thèse, c'était d'essayer de mieux comprendre les ruminations, de comprendre comment elles fluctuent au cours du temps, donc vraiment dans la vie quotidienne, en changeant la façon dont on les mesure, et alors regarder si, en changeant la façon dont on les mesure et dont on les définit, ça nous permet de mieux comprendre leurs associations avec les fonctions exécutives. Donc ça, c'est vraiment en une ou deux phrases le sujet de la thèse.
Et du coup, comment est-ce que tu mets en place un projet comme ça? J'imagine que ça a évolué. Oui. Ta question a probablement évolué. La question a évolué, l'histoire un peu de la thèse a évolué en fonction aussi parce qu'il y a eu le Covid. Et donc l'idée c'était, ok, il y a cette théorie en fait en psycho où on appelle ça la théorie en réseau, où par exemple la dépression, on pense que c'est une sorte de truc qui existe dans la nature, donc que c'est comme un peu la grippe, un virus, et que c'est une maladie en soi. Mais en réalité, la dépression, c'est juste un mot qu'on met sur une série de symptômes qui sont interconnectés. Le fait de mal dormir, le fait d'être démotivé. Et tout ça, en fait, ça crée une sorte de... On peut le voir comme un réseau de symptômes qui se causent les uns les autres. Et la dépression, c'est le nom qu'on donne à ce réseau. Et donc, en fait, on peut faire pareil avec les ruminations. Se dire que les ruminations ont plusieurs caractéristiques. À quel point nos pensées sont négatives, à quel point est-ce qu'on est autocritique, à quel point est-ce qu'elles se répètent. Et alors, essayer de mesurer ça au quotidien pour essayer de mieux les comprendre. Alors, ma prochaine question, ça va être un peu comment est-ce que vous mesuriez la rumination chez vos participants, mais peut-être que du coup ça vaut la peine, juste avant que tu expliques ça, que tu rentres un petit peu plus dans le détail des variables de la rumination. Je te laisse expliquer l'un ou l'autre dans le sens que tu penses le plus facile. Oui. Alors il n'y a pas de consensus sur le nombre exact de caractéristiques, de variables intéressantes à mesurer pour les ruminations. Nous, on s'est concentré sur 5 variables. À quel point nos pensées sont négatives, à quel point elles sont autocritiques, à quel point est-ce qu'on passe du temps à réfléchir, à ruminer, à quel point est-ce qu'on va rejouer des scènes mentalement, et puis à quel point est-ce qu'on se pose des questions sur les causes et les conséquences des expériences auxquelles on repense. Et ça, c'est du coup des questions auto-rapportées qu'on a posées à des participants dans leur vie quotidienne plusieurs fois par jour pour vraiment essayer de capturer les fluctuations de leurs pensées. Oui, donc pour la dépression déjà, mais pour la rumination aussi, du coup, en fait, c'est que des variables, c'est que des mesures auto-rapportées. Oui. On n'a pas de mesures non auto-rapportées qu'on peut identifier. Non, vu que ça se passe vraiment dans notre tête et qu'il n'y a pas de lien biologique direct entre nos pensées et ce qui se passe dans notre cerveau. Notre seule façon vraiment de mesurer certains symptômes de dépression et les ruminations, c'est de demander aux personnes et de les croire sur parole du coup. Comment est-ce que vous faisiez du coup ? Mais ici, donc pour mesurer dans la vie quotidienne, c'était un court questionnaire parce que le but c'était qu'ils répondent à ce questionnaire 4 fois par jour. Sur leur téléphone, ils allaient avoir une notification 4 fois par jour et on ne peut pas leur demander de répondre à 20 questions pendant 5 minutes 4 fois par jour parce que sinon ils vont arrêter l'étude au bout de quelques jours. Donc ici, il y avait juste 5 questions, une question pour chaque caractéristique des ruminations mentales. Et ça demandait par exemple, si c'était le matin, c'est depuis que vous êtes réveillé, à quel point est-ce que vos pensées étaient négatives, par exemple. Et puis plus tard dans la journée, c'était plus ou moins toutes les 4 heures. Et c'était alors dans les dernières 4 heures, à quel point est-ce que vos pensées étaient négatives, à quel point est-ce que vous étiez autocritiques, à quel point est-ce que vous avez passé du temps à ruminer. Et en plus de ça, pour alors les fonctions exécutives, on les a aussi mesurées de manière auto-rapportée, mais alors avec une variable, une question. Et alors là, on demandait à quel point est-ce que les personnes étaient capables de diriger leur attention malgré la présence de distractions, qu'elles soient internes ou externes. Et donc on expliquait vraiment aux participants qu'ils devaient essayer de répondre de manière la plus honnête possible, et ce petit questionnaire prenait 1 ou 2 minutes maximum à répondre. Et on a vraiment eu un taux de réponse génial, donc ça c'était chouette à voir, donc c'est faisable de faire ce genre d'études, et puis alors les résultats étaient quand même assez intéressants. Et avant de parler des résultats, c'était quoi la différence du coup entre ton étude, ta thèse et les études existantes ? Parce que chaque thèse doit trouver une petite niche dans la littérature qui n'a pas été répondue. Oui, c'est très bonne question. Donc ici, on a constaté que dans la littérature scientifique sur les ruminations mentales, il y avait 2 limites. Ce fait que les ruminations étaient mesurées comme un tout, donc comme la dépression comme un tout, et il y avait très peu d'études sur les différentes caractéristiques des ruminations mentales. Donc ça, c'était une première limite qu'on voulait adresser. Et la deuxième limite, c'était le fait que, je dirais, 80% facilement des recherches en psycho sont faites avec des questionnaires de tendances, par exemple les tendances à ruminer. Donc au cours des 2 dernières semaines, à quel point est-ce que vous avez ruminé, ou alors en général, à quel point est-ce que vous ruminez. Et on va poser ces questionnaires à une centaine de personnes, 200 personnes,
au plus au mieux. Et on va combiner ça à des questionnaires sur la dépression, sur l'anxiété. Et puis alors, on va voir s'il y a des associations entre... s'il y a des gens qui ruminent plus, est-ce qu'ils ont aussi plus de symptômes dépressifs. Mais alors, ça s'est mesuré à un temps très spécifique et c'est basé sur des tendances générales. Donc, il y a un biais de perception, en fait, après que le temps soit passé. Oui, c'est ça, il y a un biais de perception. Les gens ne sont pas toujours objectifs dans la façon dans laquelle ils s'auto-évaluent. Et aussi, ça cache toute une réalité où on ne sait pas à quel point leur rumination ou leurs symptômes dépressifs ont fluctué les semaines et les mois et les années avant qu'ils répondent à ce questionnaire. Et donc l'idée, c'était que... et donc beaucoup de théories en fait, en psycho sont basées sur des données qui ne capturent pas ces fluctuations. Et donc nous, on voulait capturer ces fluctuations dans la vie quotidienne, donc voir est-ce que les pensées changent ou pas, et quel impact ça a, et alors voir si ça nous aide à les comprendre. Et donc du coup, ça te permettait de faire un lien entre la dépression et la rumination, ou la rumination et la dépression, avec des données vraiment tous les jours, comprendre à quel point ils ont ruminé, à quel point est-ce que leur fonction exécutive était faisable, mais vraiment en tenter, et puis pouvoir faire une moyenne sur le mois, plutôt que demander un mois plus tard comment est-ce que ça s'est passé tout le mois. Et on sait tous qu'on est biaisé par la façon dont on s'est levé le matin, où on n'a pas trouvé nos chaussures. Ouais, vraiment en fonction de quand on pose la question de comment tu te sens, mais ta réponse va être complètement différente. Et donc fatalement, les associations qu'on peut trouver dans nos analyses vont aussi être fort différentes. Du coup, est-ce qu'il y a un lien entre la dépression et la rumination ? Oui, donc déjà, dans toutes les recherches, même avec les questionnaires de tendance générale, le lien est assez clair. Mais ici, vraiment, en mesurant dans la vie quotidienne, pendant 2 semaines, le lien était assez fort. Et on a aussi, du coup, comparé, est-ce que juste un questionnaire de tendance générale de ruminer pendant 2 semaines aux mesures dans la vie quotidienne. Et on voyait en fait que les mesures dans la vie quotidienne nous aidaient à mieux prédire, étaient plus fortement associées aux symptômes dépressifs des personnes. Et donc c'est encourageant, ça confirme nos hypothèses que capturer les fluctuations dans la vie de tous les jours nous aide à mieux prédire la dépression et donc potentiellement plus loin dans le temps, mieux la comprendre, puis mieux la traiter. Mais on voyait aussi que les questionnaires de tendance générale capturaient des données différentes, des aspects différents de la rumination qui, en combinaison avec les données de la vie quotidienne, prédisaient encore mieux la dépression. Donc c'était vraiment des résultats intéressants et encourageants dans le sens où maintenant, avec la technologie, c'est beaucoup plus facile de faire souvent des mesures répétées dans la vie quotidienne avec des patients, des participants. Et donc, c'est potentiellement utile pour des praticiens ou des psychologues. Quand tu parles de prédiction, c'est-à-dire que vous alliez regarder quel va être le degré de rumination ou le degré de sentiment de dépression le lendemain ou une semaine après, une mesure rapportée de « je rumine ». Ici... Il faut prendre le terme prédiction avec des pincettes. C'était donc, il y avait 2 semaines de mesure, et puis à la fin, on mesurait les symptômes dépressifs lors de ces 2 semaines. Donc ces prédictions, c'est plus association du coup, vu que c'était lors des mêmes 2 semaines. De futures recherches pourraient alors s'intéresser à si on remesure les symptômes dépressifs 3 mois plus tard, ou même juste 1 semaine plus tard, est-ce qu'alors là, on peut prédire dans le temps avec ces mêmes données. C'est pas encore ce qu'on a fait, mais ce serait l'étape suivante. Et vous aviez pendant la thèse, tu avais montré un moment, tu as montré pas mal de graphes assez intéressants, mais à un moment, tu avais montré une image où tu voyais vraiment des liens entre dépression, stress, rumination. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? Je ne sais pas si tu te souviens exactement de quel slide je veux parler, je ne l'ai malheureusement pas sous les yeux. C'était plus vers la fin. Vers la fin. Oui. L'idée, c'est que un des prédicteurs de la dépression... Dans nos résultats, c'était l'inertie de nos pensées négatives. Ouais. Et donc l'inertie, c'est quoi ? C'est un principe à la base qui vient de la physique. C'est tu mets un objet en mouvement, il a une certaine inertie, la boule va continuer à rouler. Et l'idée, en appliquant ça à des données en psychologie, c'est que, par exemple, l'inertie de nos pensées négatives, c'est à quel point est-ce qu'elle se perpétue d'un temps au temps suivant. Et donc ici, on voyait que si entre 2 temps de mesure, la personne avait des pensées négatives qui persistaient donc au fil du temps, mais ça, c'était prédictif de la dépression.
Et donc l'idée, la façon dont on a interprété ça, c'est qu'en fait les ruminations mentales sont une stratégie inefficace pour... Donc il y a quelque chose qui cause les ruminations mentales, mais les ruminations mentales ne sont pas efficaces à résoudre la cause initiale. Et c'est pour ça que nos pensées sont négatives et on ne résout pas la cause. Et donc la cause persiste, on continue à avoir des raisons de ruminer, etc. Et alors la dépression peut survenir parce qu'on est coincé dans ce mood négatif. Et alors il y a d'autres conséquences négatives. On va s'isoler davantage, etc. Donc ça peut vraiment avoir des conséquences très larges. Mais donc du coup, le concept de l'inertie, donc le fait que la rumination ne va pas arriver à un moment précis, mais va arriver à un moment précis et rester, ça a un beaucoup plus gros impact du coup sur la dépression. Oui, en fait, c'est pas que ça a un gros impact, mais que c'était qu'en plus de juste savoir en moyenne à quel point est-ce que les gens ruminent, savoir si cette rumination persiste au fur et à mesure du temps, ça donnait des informations supplémentaires pour aider à comprendre la dépression. C'était associé justement à un plus grand sentiment de dépression derrière. Exactement. Donc du coup, pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on peut faire, jouer sur cette inertie, parce qu'on a tous des pensées négatives qui vont arriver à un moment ou un autre, mais si on arrive à se défaire de cette pensée négative, elle va pas avoir le même impact que si elle reste et elle prend de l'inertie. Oui. Dans la discussion de ma thèse, j'ai essayé de proposer une sorte de nouveau modèle pour essayer de faire sens de ces données. Et j'en parle parce que ça va m'aider à structurer ma réponse pour comment gérer les ruminations. L'idée, c'est que donc, des écarts, donc des situations passées, peuvent nous donner des raisons de ruminer. Puis, il y a l'aspect attentionnel. Ensuite, c'est pas juste le fait d'avoir des écarts ou d'avoir l'habitude de ruminer qui va causer les ruminations seules. Il faut que quelque chose déclenche cet écart, amène notre attention à se porter à cet écart, qu'on ait l'énergie d'y porter attention. Et puis aussi, en fonction de l'intensité de cet écart, on va avoir plus de chances de porter notre attention là-dessus. S'il y a un horrible événement, par exemple, un proche est mort, mais notre attention va facilement se porter là-dessus. Et puis il y a aussi la façon dont on va ruminer qui peut influencer notre tendance à ruminer pendant longtemps. Et donc est-ce que on a notre tendance à choisir de ruminer pour adresser cet écart. Donc par exemple, est-ce que je pense que les ruminations sont une stratégie efficace pour gérer mes problèmes? Est-ce que je me dis que si j'ai toujours ce problème, par exemple, si je ne comprends pas pourquoi une situation est arrivée, pourquoi est-ce que j'ai eu cette dispute, c'est simplement parce que je n'ai pas assez réfléchi. Donc il y a ce type de croyances qui vont encourager la personne à continuer à ruminer malgré qu'il n'y ait pas d'effet positif. Et alors, il y a donc les écarts. On peut directement essayer d'avoir moins d'écarts dans la vie, vivre plus selon ses valeurs pour avoir moins de raisons de ruminer. On peut essayer de se distraire pour que notre attention ne se porte pas sur ces écarts. On peut essayer de trouver des stratégies alternatives. Au lieu de ruminer, est-ce que je peux me dire plutôt essayer de faire de la résolution de problèmes ou faire de la planification. La prochaine fois que cette situation se présente, je me comporterai ainsi plutôt que comment je me suis comporté dans le passé. Et donc, c'est dans toute la chaîne en fait, des ruminations mentales, il y a plusieurs moments auxquels on peut changer notre comportement pour essayer de moins ruminer. Ouais. À commencer du coup par nos comportements, oui. Agir sur vivre plus en adéquation avec nos valeurs, ou même si forcément il y a quand même des événements négatifs qui peuvent arriver en ayant vécu totalement avec des valeurs, et du coup là c'est plutôt essayer de mettre des stratégies en place pour les prochaines fois, ou alors essayer d'amener ton attention autre part. Oui, de faire on appelle ça de la réévaluation positive, donc changer notre façon de penser par rapport à un événement. Parce que vu que par exemple si on a souffert de la mort d'un proche, là on ne peut pas changer la situation. On va devoir plutôt alors essayer d'accepter cette perte et de comprendre la signification qu'elle a pour nous, essayer de célébrer plutôt la mémoire de cette personne, essayer de trouver du positif pour continuer à moins ruminer et aussi à vivre malgré cette perte. Oui, donc par exemple le deuil c'est une source de rumination très difficile à gérer. Et comment est-ce que toutes les pratiques
méditation, par exemple, ou de pleine conscience, est-ce que ça permet de jouer sur la rumination? Parce que comment est-ce qu'on peut, en fait... C'est facile de dire, allez, il faut penser à autre chose, ou changer la façon dont tu penses à quelque chose, mais généralement, au plus tu te dis, il faut que j'arrête de penser à ça, au plus tu vas penser à ça. C'est comme quand tu es dans ton lit le soir, tu te dis, allez, j'arrête de réfléchir, bonne chance. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, l'exemple ultime des ruminations au soir quand on est dans son lit et qu'on a envie de dormir mais qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on continue à ressasser, c'est vraiment l'exemple le plus compliqué à gérer parce qu'il y a une vraie motivation. Généralement, si on pense à quelque chose, c'est que c'est important pour nous, ça nous touche. Et alors, l'idée avec la pleine conscience, la méditation, c'est que ça va nous aider, entraîner notre attention à pouvoir se détacher de pensées négatives. Le seul souci, c'est que c'est juste encore des hypothèses. On n'a pas encore pu vraiment le tester dans la vie quotidienne, mais donc vraiment l'idée, en entraînant notre capacité à être tout d'abord conscient de ses pensées, de sa respiration quand on médite, puis à pouvoir diriger notre attention à différentes parties de notre corps, notre respiration, nos pensées, revenir sur notre respiration quand on le veut. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent faciliter le fait que quand on se retrouve le soir à ruminer dans son lit, on peut essayer de rediriger notre attention sur notre respiration. Mais parfois, ça ne va pas être suffisant. Et alors là, il faut essayer de mettre d'autres stratégies en place. De parfois simplement reporter la rumination. Donc se dire, écrire ses pensées. Parce que généralement, nos pensées sont répétitives parce qu'on a qu'une petite mémoire active et donc on peut repenser la même chose plusieurs fois. Donc le fait de les écrire, ça peut déjà aider. Ou le fait de reporter. Voilà, je rumine par rapport à cette situation. Ici, maintenant, mon but, là, maintenant, dans mon lit, c'est de me coucher pour être en forme demain. Mais je prévois demain à 4 heures, je me pose à une table avec un café et je rumine, je repense à cette situation. Et parfois, rien qu'avoir la réassurance d'avoir un moment pour penser à cette situation-là peut aussi aider à calmer l'envie et à pouvoir arrêter de ruminer dans le moment. Déjà, le fait d'en avoir conscience. Là, je rumine. Cette pensée, elle est là. Je pense que ça, c'est déjà un gros... oui, c'est la première étape du travail. C'est d'avoir conscience que tu rumines. Oui, et je pense que c'est là où la pleine conscience sera probablement le plus utile. C'est vraiment être conscient de son processus de pensée. Et alors, en thérapie, il y a plein de choses à faire. Une fois qu'on a conscience de ses comportements, une fois qu'on a conscience de ses pensées, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que je crois ce que je pense? Qu'est-ce que ça suscite en moi? Enfin, il y a vraiment tout un pan de thérapie. Alors là, du coup, c'est le deuxième volet. Tu as le premier volet qui est de te dire, voilà, je suis conscient que je rumine. J'identifie le moment, je pose le mot. Et puis derrière, de se poser à une table avec son café et te dire, ok, je reprends cette pensée maintenant. Il y a un écart entre ce que tu expliquais tout à l'heure, l'écart entre la situation idéale et la situation telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? La rumination te fait dire il y a un écart. Maintenant, ça ne va pas résoudre le problème. Toi, tu l'identifies, tu te dis ok, maintenant je prends le temps de réfléchir à cette pensée et qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire l'écart. C'est pour ça que savoir par exemple que les ruminations viennent généralement en tout cas d'un écart entre une situation idéale et une situation désirée et une situation réelle. Rien que savoir ça, en fait on peut se dire, mais dès que je remarque que j'ai des pensées répétitives, on peut essayer de partir à la recherche de cette situation idéale et de la situation réelle auquel je pense. Et donc prochaine fois qu'il y a une dispute et qu'on est en colère aussi ou qu'on rumine par rapport à ça, on peut se dire, ok, c'était quoi la situation, où est l'écart? Et rien que savoir cette information, ça peut nous donner plus d'outils pour alors gérer cet écart. Parce que parfois on rumine, on ne sait pas où est l'écart, on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait voulu que les choses se passent. Et alors là, c'est très, très difficile évidemment de changer les choses et de changer son comportement dans le futur. Ouais, où je me dis que parfois il y a certaines situations dans lesquelles il n'y a même pas d'écart. En fait, c'est juste qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans une situation qu'on a désirée. Parce que j'écoutais justement, je sais plus qui parlait de ça, j'arriverai plus à le citer, mais quelqu'un disait oui, parfois il y a certaines personnes qui veulent atteindre certains objectifs. Disons, ils veulent lancer une chaîne de podcast. Tout le monde leur dit ça va être dur,
Tu dis oui, ça va être dur. Et puis après, tu es dans le processus et tu te dis c'est dur. Tu rumines sur le fait que c'est dur. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis oui, tu savais que ça allait être dur. C'est dur, c'est ça. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu es en train de vivre, c'est dur. Ça, parfois, ça peut faire partir ce sentiment c'est ça, oui, absolument. De différence entre la situation désirée et la situation dans laquelle tu es, parce qu'en fait, tu as désiré cette situation. Et Exactement, c'est un très bon exemple, parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu changes ta situation idéale. C'est dans le moment même où tu rumines parce que c'est dur. En fait, ta situation idéale, c'est ça devrait pas être dur. Mais en pensant à la situation, tu dis c'est normal. Et donc l'écart, il disparaît parce que du coup, tes attentes sont que ça va être difficile et que tu vas être capable de le gérer. Et donc pareil, par exemple, généralement un sujet pour lequel les gens ruminent beaucoup, c'est s'ils sont pas contents au boulot. C'est pas leur job idéal. Et ça, c'est très difficile à changer. Et c'est pour ça que les gens vont ruminer beaucoup, généralement avant de dormir, parce que c'est un moment où ils ont le temps. C'est quelque chose qui est important pour eux, et donc ils vont ruminer par rapport à leur boulot. Et là, deux choix se posent en quelque sorte, mais alors de façon très pragmatique. C'est beaucoup plus difficile d'implémenter ça. C'est simple. Enfin, c'est simple à définir, mais pas simple à implémenter. Il y a deux choix qui se posent. C'est soit on change de boulot et on essaie du coup de concrètement changer l'écart, changer la situation dans laquelle on se trouve, soit en fait de changer notre vision de la situation idéale. Simplement de se dire, ok, par exemple ce boulot est horrible, mais il y a quand même du positif parce que par exemple il me permet de subvenir à mes besoins, de partir en vacances, de pouvoir aller boire un verre avec des potes. Et donc c'est vraiment jamais... c'est toujours très subjectif en fait, les écarts et les situations désirées. Oui, du coup, l'intérêt de parfois, si une situation te fait ruminer beaucoup, de réévaluer ta situation désirée. Est-ce que c'est vraiment une situation désirée ou est-ce que, en fait, non, il n'y a rien là-dedans que je désire, j'ai rien demandé de tout ça, je serais beaucoup plus heureux de faire autre chose, ou alors, en fait, si, c'est la situation que j'ai désirée, elle me permet de faire telle ou telle chose, et donc, en fait, changer la perspective qui ferait, du coup, disparaître cet écart c'est super intéressant comme... Oui, j'adore cette vision parce que ça donne vraiment tout de suite des outils beaucoup plus concrets pour les gens pour gérer leur rumination. Et on peut se dire même, prendre comme habitude de se dire dès que je rumine, c'est une opportunité pour essayer d'un peu mieux vivre, de savoir s'il y a des choses que je peux faire, des conversations que je dois avoir avec des personnes éventuellement, ce genre de choses. On sait que il y a certains mécanismes biologiques qui ont un impact dans la dépression, dans l'humeur, c'est-à-dire certains neurotransmetteurs, la dopamine qu'on appelle l'hormone du bonheur, la sérotonine, la noradrénaline, qui régulent un petit peu l'humeur, la motivation, tout ça. Est-ce que tu as fait un lien, est-ce que tu as vu des liens entre ces neurotransmetteurs et la rumination? Oui, je n'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais j'en ai parlé dans ma thèse parce que, par souci de perfectionnisme, il fallait que je parle de beaucoup de choses. Mais donc, il y a bien un lien qui a été fait entre les ruminations et toute forme en fait, de pensée répétitive et spécifiquement négative et leur impact sur la biologie, le système, notre physiologie. Et en fait, c'est pas surprenant, il y a un impact négatif. Mais c'est très intéressant de savoir pourquoi il y a un impact négatif et pourquoi ça a lieu. En fait, quand on rumine, quand on a des pensées répétitives ou on se soucie par exemple par rapport à une situation future, on active une sorte de représentation qui nous cause du stress. Et donc, en activant cette représentation, notre cerveau il nous prépare à gérer cette situation de stress. Et donc, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place, d'hormones, de neurotransmetteurs, etc., qui sont sécrétés, des changements physiologiques qui sont activés. Le problème, c'est que du coup, cette situation, normalement, elle est censée être temporaire. Si on croise un ours dans la forêt, on gère cette situation et après normalement on récupère et notre corps revient à la situation d'avant et on appelle ça l'homéostasie, ce sorte de thermomètre interne du corps où il revient à la situation normale. Le problème avec les ruminations et les pensées répétitives, c'est que on va continuellement s'exposer à cette représentation de stress, cette activation physiologique et alors petit à petit en fait il y aura une sorte d'accumulation où le corps va petit à petit se dérégler.
et notre homéostasie, alors que par exemple on était à 20 degrés, ça c'était notre température normale où on se sent bien dans notre corps. Donc ici je fais une métaphore, mais donc notre thermomètre indiquait 20 degrés et ça c'était la bonne température. Au fur et à mesure du stress, notre thermomètre interne, notre homéostasie du corps va être complètement perturbée. Et au travers de tous les changements, dérèglements d'hormones, etc., en fait, on va se retrouver à un nouveau normal, qui alors, par exemple, ça pourrait être 25 degrés si je continue la métaphore. Et le problème, c'est que ça devient le nouvel état normal de la personne. Mais ce nouvel état normal de la personne n'est pas un état sain, c'est un état déréglé de manière continuelle. Et c'est pour ça qu'on voit que les pensées répétitives, de manière générale dans la littérature, sont associées avec des risques cardiovasculaires, une plus faible immunité, plus de dépression, parce que la dépression aussi a un facteur métabologique. Oui, donc rien que pour ça aussi, essayer de moins ruminer ou d'aider les gens à moins ruminer, ça a un impact, ça leur donne l'opportunité en fait d'essayer de revenir à une biologie et à un fonctionnement du corps plus normal. Oui, parce qu'à l'époque, l'ours, généralement on arrivait, soit on s'enfuyait et c'était bon, ou alors voilà, on y passait, mais la situation était réglée. Ouais. Aujourd'hui, on reprend l'ours avec nous dans notre lit. C'est ça, et on y pense tous les soirs. Et notre corps se prépare à l'affronter tous les soirs, mais il a du coup moins de temps de se reposer. Et c'est pour ça que parfois, la méditation ou du repos est nécessaire pour donner l'opportunité au corps de se ressourcer, de vraiment revenir à la normale. Peut-être une dernière question. Est-ce que... On en a sûrement déjà parlé longuement, mais quelqu'un qui se dit, est-ce que je rumine de manière normale ou pas? Tu as dit au début que c'était forcément lié à est-ce qu'on est déprimé ou pas, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres tests, d'autres questions qu'on peut se poser pour savoir si on rumine comme on rumine tous, parce qu'on rumine tous, ou est-ce qu'on rumine de façon excessive et il faut vraiment adresser le problème? Je dirais il faudrait essayer pour soi de trouver une sorte de mesure de souffrance. c'est très subjectif en fait de définir la souffrance pour soi-même, mais c'est l'idée de dire mais est-ce que je néglige du coup à cause de mes ruminations, est-ce que je m'empêche de faire certaines activités qui sont importantes pour moi, est-ce que je m'empêche de voir certaines personnes, ou est-ce que je perds des relations à cause de mes pensées répétitives, est-ce qu'elles m'empêchent d'agir, est-ce que par exemple le perfectionnisme aussi peut mener à des ruminations et du coup peut nous empêcher à agir et à cause de la procrastination. Il y a aussi l'idée de si le sujet des ruminations ou des inquiétudes est le même, si ça revient souvent, ça aussi ça peut être une indication que on sort un peu de la normale en quelque sorte et qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler. Oui, donc vraiment aspects sociaux, aspects de vie, souffrance générale, si ça impacte le sommeil, si ça impacte notre capacité à fonctionner tous les jours, là ça devient très clair que il faudrait essayer de traiter ces ruminations et de voir un psychologue, d'être accompagné. Et toi, tu travailles aussi, peut-être pour terminer, parce que je trouve ça quand même assez intéressant, je trouve très intéressant ce que tu fais. Maintenant que tu as fini ton doctorat, tu ne vas plus continuer à faire de la recherche? Non, juste, ça va devenir la passion sur le côté, sans pression de publication ou de performance. Et donc là, je vais travailler sur une application où, si je dois même faire le lien avec ma thèse, le but, c'est de justement aider les personnes à vivre plus selon leurs valeurs, à mieux diriger leur attention et comment ils dépensent leur énergie, de sorte à ce qu'ils vivent de manière plus épanouie. Et alors, l'idée, c'est de faire une application qui aiderait les gens à voir en voyant leur vie comme un jeu. Et là, c'est tout un autre sujet. Mais alors, si ça fonctionne, si vraiment les gens peuvent s'épanouir plus facilement grâce à cette application, ça pourrait servir à de la recherche alors. Et là, je reviendrai donc à ma passion initiale. Oui, parce que tu disais à la fin de ta recherche, je pense que c'était une des conclusions, en tout cas du débat avec le jury, c'était de l'intérêt de sortir du laboratoire quand on fait de la recherche. Oui. Et par exemple, du coup, avec les psychologues, les praticiens, maintenant, ça devient de plus en plus facile. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais ça devient de plus en plus facile pour les psychologues de demander à leurs patients, leurs clients, de répondre à des questionnaires plus souvent pour avoir plus d'informations. Et alors, par exemple, il y a des applications qui existent, ou l'application que je crée pourrait servir à essayer de mettre en place
de nouvelles habitudes pour les personnes dans leur vie quotidienne, en dehors des séances de psy. Donc vraiment que c'est pas parce qu'on voit son psy qu'une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire entre ces séances pour changer. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite beaucoup de chance avec ton application. Ça va être Merci. dur. Oui, il y a beaucoup de travail. Enfin, tu passes par là. La vie entrepreneuriale est source de rumination. N'hésite pas à faire un petit check expectation et en fait, réalité. C'est paradoxal parce que j'ai besoin de mon application pour essayer de travailler sur mon application sans perdre la tête. Mais donc, ce sera très très fun. Et merci pour l'invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu. Donc pour conclure, je pense que c'est intéressant de se poser les questions de est-ce que mes pensées m'empêchent de faire certaines choses? Si oui, comme tu disais, peut-être se faire aider, mais déjà pouvoir identifier c'est quoi qui pose le problème, est-ce que c'est possible de mettre des choses en place, et sinon, est-ce qu'on est capable de diriger son attention autrement, que ce soit par la méditation ou d'autres, ou la respiration, ou la pleine conscience, où on essaie de diriger son attention, ou encore de se prendre rendez-vous avec soi-même pour traiter la question, de noter, et d'essayer d'agir, parce qu'au final, pour revenir à ta première définition, c'est un gap entre ce que j'aimerais que la situation soit et ce qu'elle est, et si on se rend compte que c'est possible d'agir dessus, allez-y quoi. Oui, exactement, je ne pourrais mieux résumer. Super. En tout cas, je te remercie encore une fois, c'était super intéressant pour moi et j'espère pour les auditeurs aussi. D'ailleurs, je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Voilà, c'est beaucoup de boulot de notre côté de faire ce podcast, et un partage, c'est toujours le bienvenu. Donc voilà, je vous remercie à tous et à la prochaine. Au revoir. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien